Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser au marché de capitaux. Ces marchés intéressent principalement les agents économiques que sont les entreprises, c'est-à-dire les sociétés non financières. Pourquoi ça les intéresse? Tout simplement parce qu'elles ont des besoins de financement et plutôt que de passer par les banques, elles préfèrent passer par les marchés de capitaux et se financer directement. C'est ce qu'on appelle un financement désintermédié. On ne passe pas par les banques. Alors, les marchés de capitaux se divisent en deux compartiments. D'un côté, nous avons les marchés financiers de capitaux à long terme, c'est-à-dire supérieurs à 2 ans, on peut même aller jusqu'à 5 ans. Et nous avons un autre compartiment que l'on appelle le marché monétaire. Il comprend deux sous-marchés, le marché monétaire des titres et le marché interbancaire. Vous verrez, dans certains manuels et certains économistes pensent que le court terme, ce n'est pas jusque 5 ans, mais que cela peut aller jusque 7 ans. Personnellement, pour moi, le court terme, ça va de 0 à 5 ans. Quand je parle de court terme ou de long terme, il s'agit de la durée du placement financier. Le marché interbancaire est un marché où les professionnels du secteur bancaire, en particulier les banques, viennent s'échanger des actifs financiers à court terme. La Banque centrale peut également intervenir pour apporter ou reprendre des liquidités. C'est le chapitre 15 d'économie. Les autres agents économiques ne peuvent surtout pas intervenir sur ce marché. Je précise bien que le marché interbancaire est réservé aux banques qui se prêtent entre elles les avoirs en monnaie centrale. Une banque peut avoir un besoin de monnaie centrale supérieur à la liquidité bancaire qu'elle détient. Elle peut donc emprunter celle-ci, c'est-à-dire se refinancer soit à la banque centrale, soit auprès d'autres banques qui disposent de liquidités bancaires suffisantes. À côté du marché interbancaire, nous retrouvons le marché des titres financiers. Ce marché est ouvert aux agents financiers ainsi qu'aux grandes entreprises qui peuvent alors échanger des titres de dette à court terme et à moyen terme. Je vous ai mis juste en dessous les titres qui peuvent être échangés sur ce marché. On retrouve principalement les bons du Trésor qui concernent l'État, les certificats de dépôt qui concernent les banques et les billets de trésorerie. Donc à chaque fois qu'un montant minimum pour un titre de 150 000 euros. J'ai un petit problème parce que dans beaucoup de manuels ou sur Internet, vous retrouvez ces titres. Or, depuis 2016, ces titres ont une nouvelle nomination. Ça ne s'appelle plus du tout comme ça. Donc, ces titres ne s'appellent plus des billets de trésorerie, des certificats de dépôt ou des bons du Trésor. Ça s'appellent maintenant des NECP. Ça veut dire Negotiable European Commercial Paper. Et on les retrouve sous deux catégories. Les nœuds CP à court terme, ça veut dire inférieur ou égal à 1 an, et les nœuds CP à moyen terme, qui sont émis pour une durée qui est supérieure à 1 an, qui peut aller jusque 2 voire 5 ans. Le montant n'a pas changé, c'est toujours 150 000 euros. Revenons à notre schéma de départ pour maintenant étudier la partie concernant les marchés financiers. Sur le marché financier, plusieurs catégories peuvent s'échanger. Pour l'instant, nous allons nous contenter des deux principaux, c'est-à-dire les actions et les obligations. Je vous demande de surtout retenir le fait que si vous possédez une action, cela veut dire que vous êtes propriétaire de l'entreprise et chaque année, vous avez droit à des dividendes. Alors que si vous avez des obligations, vous avez simplement un titre de créance sur la société qui vous permet chaque année de toucher un coupon, c'est-à-dire des intérêts. Mais vous n'êtes surtout pas propriétaire de l'entreprise, vous n'assistez pas aux assemblées générales. Nous retrouvons sur ce marché financier les marchés boursiers, c'est-à-dire la bourse, par exemple à Paris, la bourse est tenue par Euronext.
Nous étudierons Euronext ultérieurement. À côté des marchés financiers, vous trouvez les marchés de gré à gré ou alors over the counter. Dans un marché de gré à gré, une transaction est conclue directement entre le vendeur et l'acheteur. Cela s'oppose en fait à un marché organisé tel que les marchés boursiers, dans lesquels il faut verser une commission à la bourse concernée. Revenons maintenant sur les marchés boursiers. Ces marchés boursiers pour la France sont tenus par Euronext. C'est une société que l'on appelle teneur de marché. Les agents économiques ne peuvent pas comme ça jouer en bourse sur le marché réglementé, le marché d'Euronext. Elles sont obligées de passer par un membre du marché, soit un courtier, soit une société de bourse. Vous l'avez compris, vous ne pouvez pas intervenir directement sur les différents marchés d'Euronext. Vous devez passer soit par un courtier, soit par une société de bourse, éventuellement par une banque. Les marchés d'Euronext se divisent en deux grandes catégories, les marchés réglementés et les systèmes multilatéraux de négociation. Veuillez tout d'abord retenir que ces deux grands compartiments sont régulés, ça veut dire qu'elles ont des règles à respecter. En revanche, le marché réglementé aura davantage de règles que les systèmes multilatéraux de négociation. Si vous êtes une très grosse entreprise, Lafarge, la Française des Jeux, LVMH, vous devez privilégier les marchés réglementés. Ces marchés sont d'ailleurs plus visibles au niveau des investisseurs. En revanche, dans les systèmes multilatéraux de négociation, ce sont des plus petites entreprises qui vont s'introduire en bourse et donc elles auront des règles à respecter, mais beaucoup moins que sur un marché réglementé. Donc ce sont des marchés qui ne sont pas réglementés, mais qui sont régulés. Vous l'avez compris, les marchés boursiers se subdivisent en deux sous-marchés, les marchés réglementés et les systèmes multilatéraux de négociation. Dans les marchés réglementés, nous trouvons le marché d'Eurolist. Ce marché se subdivise en trois compartiments que nous verrons très prochainement, le compartiment A, le compartiment B et le compartiment C. Dans ces compartiments figurent les très grandes sociétés telles que LVMH, telles que Lafarge, Capgemini, Carrefour. À côté du marché d'Eurolist, qui est un marché réglementé ou organisé, vous retrouvez trois autres marchés qui sont des systèmes multilatéraux de négociation, le premier étant Euronext Growth. Sur ce marché, nous retrouvons des entreprises de taille moyenne. Ensuite, nous retrouvons Euronext Access Plus, entreprise de petite taille. Et enfin, pour les petites entreprises qui désirent entrer en bourse, nous retrouvons le marché d'Euronext Access. Plus nous allons d'Eurolist vers Euronext Access, moins il y a de règles à respecter pour les sociétés entrant en bourse. Sur cet écran, vous pouvez voir par exemple que l'entreprise CAFOM ou que l'entreprise Capgemini ou même Carrefour sont cotées sur Euronext Paris, ce qui veut dire que ces sociétés sont sur Eurolist. En revanche, vous avez Carbios qui est sur Euronext Growth ou Care qui est sur Euronext Access. Le marché réglementé est encadré et contrôlé sur un marché unique appelé Eurolist. Lors de l'admission sur un marché réglementé, il faut diffuser au moins 25% du capital au public. Il faut également présenter des comptes audités et certifiés sur les 3 dernières années. Une fois admise sur le marché d'Eurolist, il faudra présenter son chiffre d'affaires tous les 3 mois, donner son résultat tous les 6 mois, publier ses comptes annuels tous les ans. Ces informations rendues publiques sont susceptibles d'avoir un impact sur le cours de cotation des valeurs. Quand je parlais tout à l'heure du seuil de 25% de titres émis auprès du public, cela veut dire que c'est des titres qui peuvent flotter. Flotter, ça veut dire s'échanger entre les investisseurs en bourse. Ce ne sont pas des titres qui vont être bloqués par exemple par une banque qui va les garder pour elle pendant un certain temps. Ces titres-là peuvent pouvoir s'échanger. Et là, sur un marché organisé, 25% des titres doivent pouvoir circuler régulièrement. Sur un marché simplement régulé, nous retrouvons approximativement les mêmes règles que sur un marché réglementé,
mais celles-ci sont assouplies. Voici un petit tableau que vous pouvez retrouver dans le Poly. Vous pouvez voir par exemple que sur un marché organisé, comme le marché d'Eurolist, on doit appliquer obligatoirement les normes IFRS dès que l'on entre en bourse. Alors que si l'on se retrouve sur un marché tel que Access, Access Plus ou Euronext Growth, on doit appliquer ce qu'ils appellent les local GAAP, ça veut dire les normes du pays, donc les normes de l'ANC pour la France, le PCG en fait, ou alors on peut appliquer, c'est un choix, les normes IFRS. Lorsqu'une entreprise entre en bourse ou émet des nouvelles actions ou des nouvelles obligations, elle agit sur le marché primaire, c'est-à-dire le marché du neuf, des actions qui n'ont encore jamais circulé ou des obligations qui n'ont encore jamais circulé. À côté du marché primaire, il existe le marché secondaire, ce que l'on appelle le marché de l'occasion. Les titres circulent déjà, donc il ne s'agit pas de nouveaux titres, on va acheter ou vendre des titres qui sont déjà cotés en bourse. Nous allons maintenant nous intéresser à Euronext, qui est une société teneur de marché. Ça veut dire qu'il gère plusieurs marchés boursiers. Euronext gère entre autres la bourse de Paris, la bourse d'Amsterdam, la bourse de Belgique, la bourse du Portugal, une petite partie de la bourse de Londres, la bourse de Dublin et depuis très récemment la bourse d'Oslo. Donc cette société est également une société commerciale, ce qui veut dire que cette société-là est également cotée sur Euronext. Donc Euronext, c'est un peu bizarre, est cotée sur le marché d'Eurolist. Euronext est une société qui a une très longue histoire. Elle a été créée au début des années 2000 et au départ, elle ne gérait que les bourses de Paris, de Bruxelles et d'Amsterdam, avant petit à petit de s'étendre. Elle a réussi en 2002 à faire un très gros coup parce qu'elle a réussi à acquérir le LIFE, donc le London International Financial Futures and Option Exchange. Alors le LIFE, c'était un marché qui gère en fait des produits dérivés qui rapportent beaucoup d'argent à Londres. Donc Euronext, elle a réussi à acquérir le LIFE. Elle est devenue une très grosse société de bourse européenne. Ensuite, elle a acquis la bourse de Lisbonne et la bourse de Paris. Il ne faut pas se voiler la face, à la base, Euronext était une petite société, un petit teneur de marché qui gérait les bourses de Paris, Bruxelles et Amsterdam. Elle est devenue beaucoup plus importante lorsqu'elle a acquis le LIFE, mais son gros coup date de 2007 où elle va réussir à acheter le NYSE, donc le New York Stock Exchange, ainsi mettre les pieds aux États-Unis et devenir une société énorme au niveau mondial, au niveau de la gestion des bourses. La taille d'Euronext va attirer des gros prédateurs tels que le groupe ICE qui en 2012 va réussir à acquérir le groupe entier Euronext. Euronext, qui est devenu entre-temps NYSE Euronext, va être démantelé tout simplement parce que ICE, qui venait de l'acquérir, a décidé quelques années plus tard de revendre en fait tout ce qui n'était pas vraiment intéressant. Donc il a trouvé que la bourse de Paris, la bourse d'Amsterdam, de Belgique, tout ça n'était pas intéressante. Donc il a détaché le groupe Euronext du NYSE et puis du LIFE. Donc le groupe Euronext s'est retrouvé tout seul. Euronext a donc été vendu sur les marchés financiers et on a eu peur en fait que ce soit la bourse allemande ou que ce soit des investisseurs chinois, japonais ou autres américains qui viennent écrire la bourse qui gère quand même à la base la bourse de Paris. Donc comme on a eu peur que Euronext passe sous giron soit chinois, soit encore une fois américain, soit je sais pas moi anglais, un consortium de banques européennes, donc des banques françaises, des banques hollandaises ou des banques belges, ont décidé d'acquérir une partie du capital d'Euronext pour que ça reste quand même une société européenne. Donc aujourd'hui, Euronext est seul, en fait, ne possède plus ni le LIFE ni le NYSE, New York Stock Exchange. Donc il appartient en grande partie à des investisseurs comme vous et moi, et une petite partie, environ 30%, appartient à des investisseurs institutionnels, c'est-à-dire des grandes banques.